Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Les Français veulent savoir. Parlons vrai ce matin avec le docteur Raphaël Pitti. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis très heureux de vous recevoir. C'est un témoignage que nous vous offrons ce matin. Témoignage exceptionnel. Vous êtes professeur de médecine, vous êtes médecin humanitaire, ancien médecin militaire, l'un des responsables de l'ONG de santé MEAD. Vous avez connu de nombreux terrains de guerre dans le monde, la Syrie, l'Ukraine, le Tchad. Vous rentrez de la bande de Gaza. Vous étiez à Gaza, dans la bande de Gaza, quand ? Eh bien, du 22 jusqu'au 6 février. Jusqu'au 6 février. Nous sommes aujourd'hui le 9 février. Il y a 3 jours, vous étiez encore dans la bande de Gaza. Vous êtes resté 15 jours là-bas. Comment y entre-t-on quand on est un médecin militaire, quand on est un médecin humanitaire? Comment entre-t-on dans la bande de Gaza quand on est en plus français? Non, c'est très compliqué. C'est vraiment été très très compliqué puisque je voulais y aller déjà depuis 4 mois, dès le début, aller sur place. Bien évidemment, les populations étaient prises dans la guerre. Bien évidemment, il y avait ce massacre du 7 octobre, mais il y avait l'agression aussi, la réplique israélienne qui était directement dans les populations, était innocente et subissait cette violence de la répression israélienne sur elle. Et donc, il apparaissait très important de pouvoir soutenir cette population, de voir un peu ce que nous pouvions faire en tant qu'ONG. Eh bien, c'était pas possible. Aucune ONG internationale n'avait l'autorisation des Israéliens de pouvoir pénétrer, au point que nous avons fait pour la première fois, je dis bien pour la première fois, un collectif de 15 ONG, les plus importantes dans le monde, de Médecins sans frontières, Médecins du monde, Oxfam, Save Children, les Norvégiens, etc. Nous avons fait un collectif pour dire que c'était inacceptable qu'on ne nous laisse pas faire notre travail. Et nous continuons à plaidoyer pour un cessez-le-feu immédiat, etc. C'est la première fois dans le monde où 15 ONG les plus importantes se sont mis ensemble pour essayer de dire c'est inacceptable que sur le plan humanitaire on ne nous laisse pas rentrer et faire notre travail. Alors, je voudrais préciser les choses. Il ne s'agit pas de faire de la politique. Non. Vous êtes là pour nous raconter oui. ce qui se passe dans la bande de Gaza. Oui. Je ne suis pas là et nous ne sommes pas là pour prendre position non. pour ou contre les uns et contre les autres. Oui. Hein, les massacres ont lieu de tous les côtés et, pardon, mais la violence entraîne la violence. Bien, une fois que c'est dit, vous allez nous raconter ce que vous avez vu à Gaza, parce que c'est le plus important. Donc, toutes les difficultés pour aller à Gaza, finalement, vous avez réussi à entrer avec l'autorisation des Israéliens. Certainement, parce que nous sommes passés par une association américaine qui a obtenu les autorisations nécessaires, y compris celles de l'Égypte et des Israël, et il y a eu une mission médicale qui a pu pénétrer, et nous étions 7 Français à pouvoir nous mettre dans cette mission médicale et pouvoir pénétrer. Mission médicale. Bien. Je précise aussi qu'aucun journaliste international n'est autorisé à entrer dans la bande de Gaza. Ce que je déplore d'ailleurs sur tous les théâtres d'opération. Malheureusement, les belligérants bien souvent interdisent aux journalistes de venir voir ce qui se passe. À partir du moment où on commence à interdire à un journaliste de venir voir ce qui se passe, on a des doutes sur ce qui se passe. Bien, vous allez nous raconter ce qui se passe. Vous êtes resté 15 jours à l'hôpital européen. À quel endroit? Situé à quel endroit de la bande de Gaza? Il est dans le gouvernorat de Yann Kounès. Oui. Kounès, ça dépend comment on veut le prononcer. Et donc à mi-distance entre Rafah et la ville de Yann Kounès. À mi-distance entre les deux, environ donc 10 dans kilomètres. Le sud de la bande de Gaza. Dans le sud de la bande de Gaza, oui. Cet hôpital européen. Oui. Pourquoi européen? Parce qu'il a été construit par les Européens et qu'il était financé par les Européens. Bien. Grand hôpital? Oui, un hôpital de 400 lits. 400 lits. Oui. Aujourd'hui, combien de patients? 900. 900. Hôpital de 400 lits, aujourd'hui 900 patients. Absolument. Quelle est la situation dans cet hôpital et autour de cet hôpital? Alors c'est catastrophique. Vraiment catastrophique. Je n'ai jamais vu ça. Il y a, dès que vous essayez de pénétrer à environ déjà 40 mètres ou 50 mètres, il y a une foule énorme. Nous étions dans un minibus.
et on avançait tout doucement parce qu'il y avait tellement de monde autour. Et quand ils ont vu que nous étions étrangers, il y a eu un accueil extraordinairement chaleureux. Les gens nous criaient dessus, merci d'être là, etc. Nous avons pu arriver jusqu'au niveau du centre d'accueil des urgences. Et là, il y avait tout le staff de l'hôpital qui était sorti pour nous accueillir. Et c'était des embrassades que de nous voir là présents et d'être là présents. Un sentiment à ce moment-là, sur le plan psychologique, de dire enfin, on est aidés. Enfin, ils ont réussi à rentrer. La question était, mais les Israéliens vous ont-ils laissé rentrer? Ils vous ont laissé rentrer? Comment avez-vous fait? Et nous étions là avec eux. Mais à ce moment-là, c'était un chaos, c'est-à-dire il y a ces 25 000 personnes qui sont autour de l'hôpital, qui se sont fait des abris de n'importe quoi. Autour de l'hôpital, il y a des milliers de réfugiés. Oui, oui. Qui sont venus du nord de la bande de Gaza, qui sont installés autour de l'hôpital. Pourquoi autour de l'hôpital? Pour être protégés? Pour croire qu'ils seront éventuellement protégés. Alors que nous savons même que dans les autres hôpitaux, que ce soit à Gaza, ils ne l'ont pas été. Pendant que nous y étions, à Yann Kounès, au centre-ville, l'hôpital Al-Nasser, construit par les Égyptiens, il y avait déjà, les Israéliens avaient encerclé cet hôpital, empêchant les gens de rentrer et de sortir, et ils ont enlevé le directeur de l'hôpital, et on ne sait toujours pas où est-ce qu'il est, bien évidemment, et là, les gens sont persuadés que le fait d'être autour de l'hôpital, ils seront protégés. À l'intérieur de l'hôpital, c'était le même chaos. Dans tous les couloirs, énormément de monde. Ils ont, pour essayer d'avoir un peu d'intimité quelque part, ils ont fait descendre depuis les faux plafonds des draps. D'accord. Et donc ils se sont fait des petites zones, voilà, ils se sont. Mais tout l'hôpital est comme ça. Ils dorment la nuit. Alors bien évidemment, ceux qui sont à l'extérieur rentrent à l'intérieur de l'hôpital pour dormir. Il y a un chaos épouvantable. Cette population de 25 000 a des besoins de santé primaire pour soigner leurs bronchites, pour soigner leurs problématiques, pathologies chroniques, etc. Ils vont aux urgences. Au même temps, vous avez les afflux des blessés qui sont ceux des bombardements qui sont constants, jour et nuit, les bombardements, les snipers, vous avez les blessés des snipers qui arrivent essentiellement à la tête. Ils blessent et tirent essentiellement sur la tête, des traumatismes crâniens. L'hôpital est débordé, les moyens biologiques ne sont pas suffisants, bien évidemment. Il y a donc de ce fait, il assure au même temps l'accueil et au même temps le traitement, alors que normalement dans les situations comme ça, on a un hôpital de stabilisation et vous évacuez vers un hôpital de traitement. Là, ils sont obligés à la fois de stabiliser et au même temps de traiter. Ça veut dire qu'on traite, on opère, tout en même temps. En même temps. On ampute. Et comme on n'a pas le temps, bien évidemment, d'essayer de sauver une jambe, etc., on ampute pour aller au plus vite et au plus rapide. On ampute, et surtout, dans le triage, on laisse mourir les blessés les plus graves. Des blessés qui éventuellement auraient mérité d'être une surveillance pour voir si on peut encore... Là, on tue, on laisse mourir. On laisse mourir toutes les plaies du crâne que j'ai vues. D'accord, on les a laissés mourir parce qu'on savait que ça allait être long, qu'il faudrait les mettre en réanimation, qu'il n'y avait pas suffisamment de place en réanimation. Donc ces gens-là étaient, comme il n'y a pas de morphine, bien évidemment, on les laisse mourir sans soutien sédatif, sans soutien morphinique. On les laisse mourir comme ça. Vous avez déjà vu ça? Non. Non. Où que je sois allé, on a toujours assisté, toujours accompagné, bien évidemment, les morituries, les blessés les plus graves que l'on savait ne pas pouvoir traiter. Parce que si nous le faisions, nous perdions du temps, nous perdions des matériels, nous n'avions pas les moyens, etc. Et peu de chances de sortir vivants ces personnes. Les morituries, on leur met une perfusion, on les sédate, bien évidemment, on met de la morphine et on les laisse partir tout doucement. Là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Les médicaments? Il manque des médicaments ou il y a ce qu'il faut? Alors, est-ce qu'il y a des équipes médicales suffisamment nombreuses? C'est des Palestiniens, essentiellement, j'imagine. Il y a parce que ceux du Nord, bien évidemment, sont venus là, ils n'ont pas de travail. Donc Donc il y a des équipes. Et justement, ça crée même un vrai problème. Parce qu'il y a trop de médecins, trop d'infirmiers. Et je me suis retrouvé aux urgences pour essayer d'organiser à peu près les urgences, essayer de faire en sorte que nous puissions faire le tri en avant de l'hôpital et pas à l'intérieur de l'hôpital, pour ne faire rentrer à l'hôpital que les urgences, pas les pathologies aiguës simplex, d'accord ?
qu'elle reste dehors, de manière à pouvoir libérer de la place. Impossible, impossible. Vous savez pas à qui vous avez affaire. Vous vous retrouvez par terre avec des blessés graves. Les morts, on les a mis sur des brancards et les chariots, d'accord? Alors que le blessé vivant grave, il est par terre. Et on le technique par terre. Alors que il y avait... Pourquoi ramène-t-il les morts? Mais pour les faire enregistrer. Tous les morts qui viennent à l'hôpital, ils sont enregistrés, ce qui permet de tenir à peu près l'inventaire des morts qui sont là-bas. Docteur Raphaël Pitti, autour de l'hôpital, quelle est la situation? Vous avez discuté avec de très nombreux Palestiniens de Gaza. Je suis allé plusieurs fois à Rafah. Plusieurs fois, je sais, oui. Je suis allé voir le ministre de la Santé. Je suis allé voir le maire de Rafah. Je suis allé dans tous les ministre de la zones, Santé etc. du Hamas, hein, je précise. Oui, du Hamas, qui se cache dans un hôpital, etc. Il sait qu'il est certainement, il sera ciblé s'il sort, etc. Un homme admirable pour le travail qu'il est en train de faire par rapport à cette situation de confusion, de chaos, etc., qui essaye quand même de maintenir un système de santé, ce qui est extrêmement compliqué. On a beaucoup dit qu'il y avait des complicités dans les hôpitaux, complicités avec le Hamas, qu'il y avait même des tunnels construits sous certains hôpitaux, pas tous les hôpitaux, mais certains hôpitaux. Autour des hôpitaux, on dit que 60% des immeubles de la bande de Gaza ont été détruits ou endommagés. Autour des hôpitaux, comment vit la population? Est-ce qu'elle arrive à se nourrir? Est-ce que l'aide humanitaire arrive? Je sais qu'elle arrive difficilement, elle est insuffisante. Comment vit la population aujourd'hui? On est dans une situation de déshumanisation, monsieur. Déshumanisation de la population. Ce sont un énorme bidonville fait de briques, de brocs, de cartons, de tapis, etc., qui sert d'abri. Les immondices ne sont pas ramassés, bien évidemment, partout. Les évacuations ne sont pas suffisantes pour cette population. Et donc, il y a de l'eau partout, c'est de la boue, ça stagne, les gens ont des problèmes pour se laver. Il y a très peu de toilettes par rapport à ça, ils font la queue. Enfin, c'est une situation... 1 300 000 réfugiés dans le sud de la bande de Gaza. Oui. Rafah, c'est 250 000 habitants, il faut le savoir. Exactement. Et c'est une situation où vous avez une populace qui est là, dans les rues, qui essaie de trouver à manger, qui fait la queue pour avoir du pain, qui fait la queue pour avoir de la farine, qui fait la queue pour essayer même de charger leur téléphone. On peut encore acheter? Oui, on peut acheter. Il y a encore des endroits, des épiceries, des points de vente? Oui, il y a des marchands ambulants, on vous vend des boîtes de conserve de viande, on vous vend du fromage aussi, etc. Vous avez des légumes aussi, etc. Mais les gens n'ont pas d'argent. On les a chassés au même temps. Ils ne peuvent pas accéder, même l'argent qu'ils avaient en banque, ils ne peuvent pas y accéder. Donc ils se retrouvent sans rien. Les prix, c'est 2-3 fois le prix normal. Vous ne trouvez pas d'œufs. L'œuf fait un peu moins de 1 euro. Un œuf fait un peu moins de 1 euro. 1 euro. Oui. 1 euro. Et vous n'en trouvez pas. Pas du tout. Vous ne pouvez pas. Vous ne trouvez pas de poulet, vous ne trouvez pas de viande, vous ne trouvez rien de cela. Ils sont complètement dépendants de l'aide humanitaire internationale. Il y a une situation de tension. Toute dispute, et Dieu sait si c'est facile, la dispute, vu la masse, les choses, les frictions entre les hommes, etc., compte tenu de cette densité de population qui est là en train d'attendre, qui ne fait rien, qui cherche justement cette nourriture, qui vit dans des conditions qui sont indignes, ils sont sales, bien évidemment. Eh ben, c'est une dispute, et la dispute devient une émeute, où tout le monde s'en mêle, à ce moment, et prend parti. Oui. Jusqu'à ce que je puisse assister à cette scène, où ça commence par une dispute, ça devient une émeute, le type essaye de s'enfuir, poursuivi par une populace qui veut le lyncher, presque. Il essaye de rentrer à l'intérieur de l'hôpital par le service des urgences. La foule le poursuit en criant, et à ce moment-là, le garde tire en l'air pour essayer de calmer la foule. Ouais. Voilà. On en est là, quoi. On en est à une situation d'émeute. On est à une situation d'émeute. C'est-à-dire qu'à tout moment, tout peut exploser pour cette population. Pour cette population. Est-ce que la population parle du Hamas? Non. Non. Les seules fois, c'est que le Hamas, pour 2 ou 3 personnes qui ont eu le courage de me dire les choses, c'est le Hamas ne leur a pas apporté du bien. Oui. Mais par contre, aujourd'hui, quelque part, ils nous défendent.
Quelque part, ils ne nous ont pas apporté de bien. C'est vrai qu'ils n'ont pas contribué au bien-être de la population de Gaza, alors qu'ils avaient des moyens considérables. Oui. Mais en même temps, la population se dit, ils nous défendent. Maintenant, ils nous défendent, et donc ça a radicalisé les positions pour le Hamas. C'est-à-dire, ils sont là et quelque part, ils défendent notre dignité. Oui. Est-ce que les civils connaissent l'existence des tunnels dans lesquels on parle beaucoup de ces tunnels? Non, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Jamais. Ouais. Est-ce que la population est un bouclier humain, vous pensez, est-ce que le Hamas s'en sert? Écoutez, les Israéliens ont fait déplacer 1 200 000 personnes. Alors, on ne peut pas dire qu'ils ont été retenus par le Hamas. On les a forcés à partir, à quitter leur maison, etc. Ils sont maintenant concentrés à Rafah. Tout ça est sous la volonté des Israéliens, pas celle du Hamas. Vous avez employé une image qui est forte. Hein. Vous dites, ça ressemble au ghetto de Varsovie. Écoutez, de tous les films que nous avons pu voir, ces films documentaires, on voyait ça, cette population qui erre dans les rues du ghetto, etc. On voyait en même temps... juive. On voyait en même temps ces images des gens qui étaient dénutris, qui mouraient de faim, les enfants, etc. On voyait les petits métiers, n'est-ce pas? Le cordonnier qui est sur le bord de la route, qui répare de vieilles chaussures. On voyait ces gens avec les machines à coudre qui réparent les vêtements, etc. C'est ce que vous voyez. C'est ce que vous voyez là-bas. C'est exactement cette image-là. Vous parlez de génocide? Écoutez, si vraiment Netanyahou envisage d'attaquer Rafah, vous voyez la description que j'en fais de Rafah, cette situation où les gens ont perdu leur dignité, où les gens sont concentrés, où les gens ont faim, où les gens vivent une situation comme ça. S'ils envisagent dans cette situation d'attaquer Rafah, alors on peut lui faire ce procès d'intention, c'est-à-dire de vouloir massacrer cette population. Et donc on peut faire un procès d'intention et de dire il y a une volonté de tuer, de massacrer. Vous dites ce matin au monde, puisque vous en revenez et que vous êtes rare à pouvoir y aller, vous dites ce matin sur notre antenne, si Israël attaque Rafah, a commencé à bombarder, hein. C'est l'objectif, d'essayer de détruire le Hamas à Rafah, dans le sud, qui se serait, j'emploie le conditionnel, je ne sais pas, qui se serait protégé, si je puis dire, avec la population dans le sud. Si Israël attaque, c'est une catastrophe humanitaire sans limite. Totalement. Il y a une vraie volonté de massacrer la population. Comment voulez-vous retrouver les gens du Hamas à l'intérieur de 1 400 000 personnes qui sont dans cette situation? Comment voulez-vous réussir à pouvoir les cibler personnellement au milieu de 1 400 000 personnes? Ça veut dire que vous voulez massacrer tout le monde en espérant qu'au milieu il y aura... Et Dieu reconnaîtra les siens si ça rappelle quelque chose. Dites-moi, docteur, est-ce qu'Israël détruit Gaza sans détruire le Hamas, selon vous? Vous voulez mon sentiment? Oui. Vraiment? Oui. Israël a perdu la guerre. Depuis 4 mois. Et pourquoi? Parce qu'il est là tout le temps. Le Hamas est là et continue à tirer. La résistance est toujours présente du Hamas. Vous parlez de résistance? Écoutez, dans cette situation-là, par rapport à ce qui est en train de se passer, c'est pour ça que je disais, la population palestinienne de Gaza... Et aujourd'hui, c'est radicalisé pour le Hamas parce que le Hamas leur permet justement de relever la tête et de se sentir digne parce qu'ils résistent. Et c'est ce sentiment-là. Par rapport à cette population qui est fragilisée, le Hamas leur donne le sentiment, quelque part, de pouvoir de se battre dans l'honneur. Voilà. Est-ce que ça nourrit la haine des Juifs? Certainement, bien évidemment. Bien évidemment, et sur le plan international en particulier, la position même d'Israël, qui ne respecte pas le droit humanitaire international, elle ne le respecte pas. Avez-vous vu ces images, par exemple, de l'enquête qui a été menée par l'ONU par rapport au droit humanitaire international? Vous avez vu ce qu'a fait l'ambassadeur israélien? Il est venu devant la commission, il a pris le rapport, il l'a déchiré devant tout le monde et il est parti. Non-respect.
Ce gouvernement est en train de faire de l'État d'Israël un paria de la communauté internationale. État d'Israël devient le paria de la communauté internationale. Il ne respecte plus aucun loi, règlement internationaux. Alors, j'ai une question, docteur Pitié. Est-ce que quand on se rend comme ça sur ces théâtres de guerre, est-ce qu'on ne perd pas un peu de lucidité? Je vous pose la question franchement. Est-ce qu'on n'est pas emporté par ce qu'on voit, par les horreurs que l'on croise? Écoutez, Monsieur Bourdin, ça fait 30 ans que je suis dans les zones de guerre. Oui. 30 ans que je suis dans les zones de guerre. La Syrie, par exemple, ou l'Ukraine maintenant, avec Mariupol, etc. Qui m'a entendu parler de cette façon? Qui m'a entendu parler? On est devant une population qui est dans une nasse, qu'on a ramené progressivement de droite, de gauche, etc., qu'on a ramené vers Rafah en leur faisant croire qu'ils seraient protégés dans la zone de Rafah, que s'ils allaient dans le sud, etc. Et maintenant, on la met dans une situation où on supprime la dignité de ces personnes. Il y a pire que de tuer, c'est d'enlever la dignité des personnes. Pire que de tuer. Quand vous ne pouvez pas nourrir vos enfants, quand vous êtes obligé d'être dans la situation de misère, quand vous avez eu votre maison, etc., et que maintenant vous êtes dans une espèce d'abri, dans la saleté, etc., que vous cherchez la nourriture. Ça, c'est inacceptable. C'est humainement inacceptable. Qui l'a voulu? Qu'ils se battent contre le Hamas, moi, je n'y vois pas d'inconvénient. C'est un problème, effectivement, de politique entre eux, etc. Mais la population a-t-elle le droit d'être en situation de telle souffrance? Est-ce qu'on a le droit? Y a-t-il pas la possibilité de faire respecter ce droit humanitaire international, de respecter ces populations? Non, pas du tout. Les bombardements sont jour et nuit. Et ils ont été au niveau de notre hôpital qui a fait souffler les faux plafonds. Jusqu'à tout proche de notre hôpital. Il y a les snipers qui tirent sur tout ce qui bouge, etc. Il y a les drones tueurs. Il y a une surveillance constante, jour et nuit, d'un bourdonnement énorme de ces drones de surveillance qui tournent en permanence, jour et nuit, etc., et qui est insupportable pour toute cette population. Et il y a les conditions de vie dans lesquelles ils sont. Est-ce que c'est acceptable? Vous n'aviez pas vu ça à Mariupol? À Mariupol, on a cette stratégie russe qui a été mise en place déjà à Alep, ou en Tchétchénie, qui consiste à assiéger une ville. C'est ce qu'ils voulaient commencer à faire à Kiev, assiéger la ville de Kiev, et ils ont fait ça à Mariupol. Et ensuite, c'est les bombardements complets. On écrase, on leur coupe l'eau, l'électricité, etc. Et les gens se terrent dans les caves sans pouvoir sortir ni rien, mais ils sont dans des abris. Il n'y a pas d'abri à Rafah. Il n'y a pas la possibilité de s'extraire de la violence, c'est-à-dire de partir à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Il n'y a pas de possibilité. Ils sont 1,4 million complètement pris dans cette nasse. 1,4 million. C'est inacceptable sur le plan humanitaire. C'est inacceptable. Et je ne comprends pas comment notre gouvernement, et j'en appelle encore à Monsieur Macron, Monsieur le Président, la France doit se singulariser par des prises de position humanitaires. Notre pays doit pouvoir justifier ces valeurs qui sont les siennes de la défense des droits de l'homme. Il vous appartient justement de défendre cette population. La population, je dis bien, pas les rebelles, pas les terroristes, pas la population, et d'obtenir en même temps la libération des otages. La France doit se singulariser plutôt que de se taire. Merci, docteur Raphaël Pitti, d'être venu nous voir ce matin. Je tenais à entendre votre témoignage. Ici, chacun a le droit à la parole. Je le dis, je le répéterai, tant que je serai là, 8h57. Merci, à tout de suite, après les infos.